personnes. André Marot, donc André est enseignant-chercheur et docteur au Muséum d'histoire naturelle de Paris en paléoanthropologie. Et Neymen est enseignant de chant diphonique et musicien. Alors mon intervention va durer à peu près une demi-heure. Elle va tenter une sorte d'interdépendance entre une approche, on va dire, des sciences dures et des sciences souples, ou molles, si vous voulez. Et après, effectivement, nous allons, avec mon collègue et néanmoins ami Neymen, vous faire goûter une expérience directe, un petit peu ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Alors en 1994, j'ai eu un éclair de lucidité, depuis rien. Parfois nous avons la perception immédiate d'un impensable réel qui peut se cacher sous les apparences, mais parfois c'est très rare. Alors notre plan va suivre cette logique. Tout d'abord, on verra peut-être que le grand son n'est pas forcément un conte de nourrice, le mythe du grand son. Puis on étudiera ces dernières découvertes assez époustouflantes de la physique sur les univers symétriques. Et enfin, avec mon ami donc Neymen, on présentera quelques instruments de vibration et on essaiera de vous les faire partager. Alors, nous ne savons pratiquement rien de la réalité apparente, ou plus ou moins, plus précisément, on n'en sait que ce que nos sens veulent bien dire. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des outils très sophistiqués, modernes, qui nous permettent de pallier ces limites. Et aussi des exercices de pensée, des théories mathématiques et physiques. Et que nous dit tout cela? Eh bien, que finalement, le grand son n'est pas forcément un mythe. Et le grand son, c'est l'idée qu'il y a un son primordial à tout. Et la réalité serait en fait un enchevêtrement de fréquences vibratoires. Alors, les ondes sonores et lumineuses, on verra que c'est la même chose, se propagent dans l'espace et s'évanouissent dans le vide interstellaire. Puis, dans certains travaux très récents, on voit qu'il peut s'évanouir aussi dans le monde quantique. Alors, la théorie du tout, qui est un peu le Graal de la physique, qui a été étudiée par beaucoup de chercheurs comme Hawkins, cherche la corrélation entre les différentes physiques, qu'elles soient celles de Newton, d'Einstein ou les physiques quantiques. Et c'est peut-être quand même, au-delà de Hawkins et tout ça, ça peut être le travail du docteur Garrett Lizzie, qui a peut-être le mieux abordé cette possible interdépendance avec tous les éléments de la réalité. Alors cette interdépendance n'est pas sans nous rappeler les grands finalement mythes et cosmogonies de notre histoire, c'est les tentatives d'explication sur l'univers. Et bien sûr, comme le disait Hannah Arendt, le poète a toujours raison. Et Baudelaire disait, dans une ténébreuse et profonde unité, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, les sons se révèlent de couleurs, les couleurs contiennent une musique. C'est ce qui a été dit d'ailleurs par les orateurs précédents.
Alors la théorie du tout, qu'est-ce qu'elle cherche? Eh bien, elle postule que la matière, les vibrations, la lumière ont pour fondement une même vacuité vibrante, silencieuse, lumineuse. Alors déjà, Paul Dirac avait postulé, selon le prix Nobel de physique Paul Dirac, le fondement du réel se présente comme une mer ondoyante parcourue par le jeu de la matière et de l'antimatière. Alors c'est là où on va rentrer dans cette sorte de possibilité de symétrie de l'univers. Alors comment ça se présente? C'est justement par l'idée de la matière et de l'antimatière. En définitive, l'antimatière serait le miroir de la matière. Alors comment ça marche? Mais c'est l'idée que dans notre réalité quotidienne, il y a une flèche du temps et de l'espace qui s'étire vers toujours plus de nombre d'organisations et de complexité. Notre univers se refroidit et il est soumis à l'entropie, c'est-à-dire au désordre. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes essentiellement. Mais dos à dos, à cet univers, il y aurait un autre univers qui serait soumis à une inversion du temps et de l'espace et à une négantropie, c'est-à-dire à un ordre maximal. Alors c'est intéressant parce que ces deux univers sont dos à dos, ils sont un petit peu corrélés parce qu'on pourrait appeler un point de Janus. Janus étant, vous savez, ce sont des univers en miroir. Et Janus, donc, c'est ce dieu gréco-latin qui avait la capacité de regarder dans deux directions opposées en même temps, de ressentir dans deux directions opposées. Mais plus précisément, il aurait peut-être fallu parler d'un trifront, le trifront étant une figure celtique, puisqu'il y a la capacité de voir les deux univers du miroir, mais il y a aussi la capacité de rester dans l'interface, dans l'interstice de ces deux miroirs. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, on va dire que il y a bien donc un réel qui est soumis au temps séquentiel, à l'espace qui se déploie, et ça c'est une forme de temps horloge, si vous voulez, avec cette certitude d'avoir un début, une fin, mais on va dire le réel inversé pourrait être représenté comme une inversion du temps et de l'espace, mais si on dit ça, c'est inexact. C'est-à-dire que plus on augmente l'ordre et plus le temps semble s'évanouir, eh bien, fait qu'à la fin, on aboutit à quoi? À ce que les physiciens appellent un univers bloc, c'est-à-dire un champ quantique où le temps et l'espace n'existent plus. Et là, nous sommes dans un mécanisme d'éternité. Alors pour la métaphysique indienne, mais aussi une bonne partie de l'Asie centrale et de la Haute-Asie, la réalité c'est ça, puisqu'on ne peut dire réel que quelque chose qui tient depuis toujours et à jamais. Alors que notre monde qui paraît être totalement réel, comme il a un début, une fin, même si ça ne se fait pas en même temps, il est complètement irréel. Donc ils ont inversé leur conception et c'est très intéressant parce que la physique moderne est en train de leur donner raison. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça maintenant? Dans nos vies quotidiennes, comment se servir de cette formidable nouvelle? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faudrait comprendre déjà que lorsque nous sommes dans ces univers miroirs, mais plutôt dans une trop grande intériorité, dans une période par exemple grotesque, où je m'isole dans une grotte et que je m'abstrais du monde, petit à petit, la réalité vraie va me paraître évanescente, informelle, intangible mais de trop, et je peux aussi avoir un inconfort, je suis décalé, je suis à la marge. Si maintenant à l'inverse, je suis la tête dans le guidon, pris dans mes certitudes du quotidien, et que finalement je donne l'importance qu'au quelque chose qui a un début, une fin, là aussi je peux me trouver comme en divorce par rapport à cette autre réalité, et je peux même penser qu'il peut exister un néant de moi-même et même un néant dans l'existence, et ça peut être vécu comme totalement terrifiant. Donc la solution, elle est finalement toujours la même, on est toujours chez Michel de Montaigne qui va parler de la voie médiane, c'est cette tentative d'avoir un pied dans le temps et l'espace qui se déploient et un pied dans ce non-temps et dans cette éternité de nous-mêmes. Alors c'est sûr que le monde des vibrations, de l'art, tout ce qu'on a vu depuis ce matin, co-participe à cette aventure. Alors l'ego est la source de la pensée,
il crée le corps et le monde, c'est la proposition de Sri Ramana Maharshi, mais on aurait pu dire le mental. C'est le mental qui crée l'idée d'un corps et l'idée d'un monde. Si le mental concède à s'évanouir dans le grand soi, comme le disaient les hindous, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de corps, il n'y a plus qu'une vacuité en acte. Bon, mais ça peut prendre un air abstrait, on verra plus loin. Alors, pratiquement, il y a un geste à trouver quand même pour osciller entre ces deux réalités. Le geste majeur, c'est cette immersion dans le soi, qui se pose un acte radical de déprise, se déprendre de tous les contenus de non-existence. Nancy, qui est anthropologue, le sait, pour vivre des états de transe du second, il faut mourir à soi-même, il faut que le sujet meure à lui-même. Pas obligé de le faire physiquement, c'est mental. Voilà. Alors le chemin, bon, il est apparemment bien balisé, c'est-à-dire que ça consiste à s'échapper un petit peu de la réalité du monde phénoménal, c'est-à-dire la réalité ordinaire, puis surfer avec ce que Lucrèce appelait les intermondes, les réalités intermédiaires, pour après accéder dans des états d'une très grande vacuité, d'un silence assourdissant et d'une luminosité un petit peu intérieure et psychique, totalement indescriptible. Alors, avec Neyman, c'est sûr que nous, aujourd'hui, c'est le son. En plus, on aime bien les sons itératifs et circulaires, les sons qui tournent, comme le didgeridoo, mais aussi les chants diphoniques, non pas du Tibet, mais de la Mongolie. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on peut avoir accès à des états infiniment profonds de nous, mais ce n'est pas fléché, quoi. Ça tourne également. On repasse après dans le monde phénoménal et on retourne dans le grand soi, qu'on peut appeler, et petit à petit, on va pouvoir se trouver à la frontière de tout ça. Alors l'image qui correspond peut-être la mieux pour expliquer cette recherche, comme analogie, ça serait celle de la vague de l'océan et de la goutte d'écume. La goutte d'écume, elle peut, dans sa dimension chétive et minuscule, s'imaginer avoir un début, une fin et d'être rien. Si elle s'intériorise un peu, elle va peut-être deviner qu'elle est plus que ça, qu'elle est une vague, qui elle-même a un début, une fin, mais qui malgré tout est quand même plus vaste. Et peut-être que la vague, si elle continue son travail d'introspection, va s'apercevoir qu'elle est constituée également comme de l'eau, H2O, et qu'elle est le fond de l'océan et l'océan entier. D'ailleurs, le grand soi, finalement, se présente comme une expression de la vague et de la gouttelette en même temps. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité. Tout est unifié pour toujours et à jamais. Alors, sur le plan pratique, que l'expérience peut être décrite de la manière suivante. Lorsque je suis dans la réalité ordinaire, pris par le tourbillon de ma vie, eh bien, je vais, moi, sujet face au réel, avoir comme une sorte de perception voilée. C'est-à-dire que j'ai un tissu d'a priori, de pensée, de présupposés, et je ne vois pas la réalité vraie. Je la vois masquée. Donc, il va falloir faire un léger effort pour s'intérioriser, sortir du goût pour l'extérieur, et faisant cela, on va éviter de ne voir la réalité que de manière matérielle, tangible, dure, solide, souvent scandaleuse ou irrévocable, ou avec cette sorte d'idée que le réel puisse être inamical, par exemple. Pour arriver à cela, donc, il y a ce travail d'intériorité, pour rejoindre, alors, les hindous appellent ça le soi, mais on a compris que le nom était inutile, puisque ce sont des concepts absolument indéfinissables et indescriptibles. L'Asie va appeler ça le chi, les Maasai appellent ça enkai, Kant avait tenté le mot noumen pour ça. Le développement personnel récent va parler de jeu profond, mais c'est toujours la même chose qui est recherchée, c'est-à-dire notre vraie nature. Notre nature n'est d'être que du vide. Un vide peut-être conscient, mais que du vide. Alors quand on arrive à faire cela, il y a un dévoilement. La réalité devient beaucoup plus claire, avec un effet de profondeur de champ, avec des perspectives. C'est pas pareil. Le réel n'est plus le même. Mais si on continue dans cette direction, on peut même le trouver de plus en plus intangible, c'est-à-dire il va se dématérialiser. On va dénommer sans effort le réel et on va s'apercevoir que ça peut être
une sorte de rêve, comme le disait Nisargadatta. Je préfère qu'on vous pose des questions à la fin. Oui, on le fera après, s'il vous plaît. Ah oui, bon. Alors, tangible, oui, pourquoi pas, c'est mon côté prof. Donc, mon côté tangible, c'est le côté, on va dire, de la matérialité évidente, genre cette table, elle est dure, elle est solide. Le côté intangible, c'est que si on rentre dans sa structure atomique, on s'aperçoit qu'on est devant un agencement de corpuscules, on va dire, vibratoires et ondoyantes, qui sont agencés dans un vide d'où tout émerge et tout se résorbe. Donc à la fin, c'est plus tout à fait solide, cette histoire. Mais pour le vivre, il faut le vivre à l'intérieur de soi. Il faut qu'on soit capable de dématérialiser la réalité en fonction de ce que nous, on a réussi à dématérialiser en nous-mêmes. Hein, c'est un phénomène d'interdépendance. Hein. Alors, dans ce chemin, effectivement, on n'est plus dans le même monde. On est dans le même monde, mais dans un autre registre. Alors, pour moi, les sons sont des couleurs. Chaque complexe de sons a sa couleur correspondante. Tous ces instruments, hein, qui, comme ici le didgeridoo, qui ne sont pas des instruments de musique, hein, ce sont des instruments de trance, et ce sont peut-être à l'aide de cette trance que le sujet va s'auto-réparer. La transe qui guérit, la transe libératrice, c'est plutôt le sujet qui lui-même, se mettant dans des états intermédiaires, va optimiser son organisme tant que faire se peut. Hein. Alors ça marche aussi avec les sons intérieurs, les mantras, hein, c'est très connu, hein, qui parcourent notre corps avec ses os creux. Ça résonne à la manière d'un diapason. Et le Om des hindous est devenu le Amen, mais il y a des sons plus subtils encore, hein, notamment Ramana Maharshi va parler du Aham, hein, A étant la première lettre de l'alphabet en sanskrit, HA la dernière, et il démontre quelque part, dans un travail assez remarquable, que ce son qui à la fois veut dire « je suis », et qui doit être traduit par « j'existe pleinement hein », va précéder la vibration du Om, qui serait pourtant considérée comme primordiale. Hein. Bon, ça c'est un autre aspect. Toujours le but étant d'atteindre notre soi profond. Alors un autre geste aussi qui peut prendre un air abstrait, hein, c'est se dire « j'écoute », c'est déjà une erreur. On ne doit pas se dire « j'écoute ». Déjà, il faut écouter non pas par les oreilles, mais par le corps entier, on l'a dit, mais en même temps, il faut se dire qui écoute. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui écoute et ça écoute. Mais moi, je suis témoin du spectacle de ce qui est en train d'être écouté. Et là, on est dans le geste juste pour déjà chavirer dans le grand soi ou dans notre nature insondable. Bon. Alors, ça marche aussi en mouvement. On n'est pas obligé de le faire statiquement. Hein. Vous pouvez marcher, courir. Ça, c'est assez connu des gens qui font du trail ou de la montagne. Mon ami Roland qui marche beaucoup là-dessus. C'est l'idée que le passé est constamment révolu, l'avenir n'est pas encore là et même pas l'advenir, mais si j'arrive à me centrer sur l'épaisseur de l'immédiat, en étant dans une pleine sensorialité avec moi-même, eh bien je vais vivre un instant de dématérialisation de moi, je n'existe plus, hein, je n'ai plus de contour précis, je deviens poreux, et dans cette sensation de vacuité, ça marche, quelque chose marche, mais plus moi. Hein, pareil que pour l'écoute. Mais ça peut s'installer au quotidien sur toutes les approches par nos sens. Alors en ce qui concerne la diphonie, tout à l'heure il nous en dira un peu plus, hein, Neyman. Le chant diphonique est un timbre vocal qui se dédouble en 2 notes, mais on verra qu'il y en a plus que 2, avec des fréquences différentes, et la seconde voix est dite harmonique, ou isguélée, mais là aussi il donnera des précisions. Alors dans un rapport exact de fréquence avec la fondamentale ou bourdon, elle a pour les chamans des vertus thérapeutiques. Là aussi, ils ne veulent pas trop le dire parce qu'ils ont été quand même pas mal massacrés par la Chine et la Russie, mais c'est toujours pareil, c'est pour induire des états seconds intermédiaires chez le sujet qui, lui, par ces états, va optimiser sa guérison. Hein, pas de miracle, hein, mais on optimise la guérison. Alors, ressentir, hein, pour Bergson, le bruit du marteau qui frappe l'enclume, le mouvement du balancier de l'horloge peut s'entendre ou se ressentir
en privilégiant le ressenti. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le corps est une oreille en entier, il faut sentir la vibration plutôt que de l'analyser ou de l'écouter uniquement par les oreilles. Donc, du coup, ça marche avec les bruits de la vie et de la nature, le chant, le cri des oiseaux. Et comme chaque humain est quand même unique et singulier et absolu, eh bien, quelque part, chacun a sa propre fréquence, sa fréquence préférée. En ce qui concerne le rythme, rien ne peut être séparé du rythme. Au jour lève-toi, les atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent. À l'oreille, je te dirai où entraîne la danse. Chaque atome, heureux ou misérable, est épris de ce soleil dont rien ne peut être dit. Là, on est par l'approche du soufisme avec Rumi, mais c'est pareil, c'est ce soi qui est indescriptible et la lumière du soi, bien sûr, ne peut pas être décrite. Par contre, tout ça est interdépendant avec le silence. Chez les hindous, c'est mona, c'est le silence du soi, mais ce n'est pas un silence banal, c'est un silence de ressenti, quelque chose qui est à la fois un silence de son et un silence de signification. Et il est parcouru non pas par un effroi, mais par une félicité tranquille, une glorieuse solitude, on pourrait dire. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre, que l'autre, c'est moi. Ça, c'est encore autre chose, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Donc, Jules Renard parlait de ce silence fracassant, assourdissant, en disant « Le silence était si absolu que je me croyais sourd ». On connaît de temps en temps ces moments incroyables. Il faut les retenir, c'est très précieux, et après il faut chercher à les revivre. Alors depuis la nuit des temps, il y a eu des paléo-anthropologues, des paléo-musiciens qui ont pu détecter que notre espèce avait bien sûr compris très vite ces choses-là. Et dans les grottes, les stalactites et stalagmites peuvent servir de berceau sonore. Il y a les fameux rhombes qui, avec une corde et en les faisant tourner, créent des sons étranges par frottement sur l'air. Les lithophones, c'est envoûtant comme son, ça aussi. Au néolithique, plus de 10 000 ans d'âge parfois. Et le tout, bien sûr, n'est pas séparé du rythme. Cette notion de rythme est omniprésente dans toutes les traditions et les peuples premiers, ça a été dit aussi par Nancy. Mais pour la physique moderne, maintenant, on commence à se demander si l'univers entier ne fonctionnerait pas comme un système à la fois de rythme, mais comme il y a la théorie du tout que nous avons vue, il ressemblerait, à s'y méprendre, à la logique d'un tore. Alors, qu'est-ce qu'un tore ? Je vais vous montrer un exemple d'un tore. C'est une forme géométrique en mouvement qui est très étrange parce que si vous la voyez, vous pensez qu'elle se déploie, sauf qu'elle se déploie sans finalité, sans but particulier, selon celui d'être. Donc, il n'y a pas de séparation entre le déploiement et ce qui est déployé. On est dans une approche très spinoziste du monisme de Spinoza. Il n'y a pas de dualité dans la réalité, tout est largement interdépendant au point de n'être que l'expression de ce qui est au départ. Si vous regardez bien le centre, vous pouvez, comme ça a été montré dans des vidéos tout à l'heure de la danseuse, être immobile au cœur d'un mouvement, même si le contexte change. Rien ne bouge, tout est immobile, hors temps et hors espace. Peut-être que notre réalité, c'est celle-ci. C'est un côté facile. Alors, toujours dans la notion de rythme, après, je vais vous montrer quelque chose aussi d'assez étonnant. Donc là, vous voyez, c'est marrant, cette illusion du temps et de l'espace qui se déroule, alors que c'est une sorte d'escroquerie culturelle, finalement. Tout est là, pour toujours et à jamais. Bien. Alors, pour ces histoires de rythme, là, il y a un petit document qui est assez déroutant aussi, qui viennent des peuples traditionnels de l'Afrique,
de la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique est parcourue de ce genre de situation où le personnage va mourir à lui-même et laisser des énergies prendre place en lieu et place de lui-même, si on peut dire. Alors c'est pas lui qui danse, hein, il est dansé. Donc, on a hésité, on s'est dit où on met que du silence et Neymen aurait pu jouer au didgeridoo dessus, mais on s'est dit, bon, elle est amusante après tout, pourquoi ne pas faire. On a l'authentique sur un document beaucoup plus long, je t'enverrai le lien. Hein. Là, on a coupé, l'image est moyenne. Donc, les sifflets, tous ces instruments du passé, hein, de la préhistoire, ont toujours coparticipé à ce même objectif, c'est créer des états intermédiaires et seconds pour trouver des portes d'entrée dans le fondement de notre réalité. Alors le chant diphonique, là peut-être que Neymen, tu pourrais t'étirer vers nous. Hein, nous sommes nous pas des émetteurs-récepteurs faisant résonner en nous les vibrations de la Terre et de l'univers, c'est la conclusion, et on aurait pu dire de la réalité. Merci pour votre attention.